Bonjour, bienvenue à ce webinaire pour parler maladies rares, plateforme d'expertise maladies rares, résilience, et puis aussi ce qui motive ce webinaire, c'est un projet qui inclut donc le CHU, la plateforme d'expertise résilience et le DAC 3S pour mettre en place un parcours maladies rares pédiatrique. Alors, quand on parle de maladies rares, elles se définissent par leur fréquence, puisqu'on parle de maladies rares lorsque elles touchent moins d'une personne sur 2000. Et il y a quelques notions à connaître. C'est que d'abord, elles sont très nombreuses. 5 à 7 000 maladies différentes. Elles sont, dans la très grande majorité des cas, génétiques, donc il y a des retentissements pour la famille de ces patients qui sont atteints de maladies rares. Et même si elles sont très nombreuses et qu'elles touchent un tout petit nombre de patients, comme justement elles sont très nombreuses, en France, on considère que plus de 3 millions de patients sont atteints de maladies rares. On parle de 350 millions dans le monde. Et donc, c'est ce qui a justifié donc, la mise en place en France de plans de santé, et notamment de ce qu'on appelle les PNMR, les plans nationaux maladies rares, 4 PNMR successifs, on en est au PNMR 4 aujourd'hui, parce que justement, il y a énormément de patients qui sont touchés par ces maladies, et c'est un vrai problème de santé publique. Donc, majoritairement, ces pathologies se déclarent pendant l'enfance, donc 75 à 80% des patients sont des enfants, d'où le parcours pédiatrique dont on va parler aujourd'hui. Et il faut comprendre que malgré le développement des techniques dont vous avez tous entendu parler, de séquençage de génome et autres, ces maladies sont tellement complexes qu'on considère qu'encore aujourd'hui, un patient sur deux n'a pas de diagnostic précis. Alors, c'est leur hétérogénéité en termes de diagnostic, en termes de présentation clinique, en termes de, de génétique, fait que on se heurte à un problème majeur qui est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Et l'errance diagnostique, ça correspond au moment, la période entre laquelle le patient va développer les premiers symptômes et le diagnostic va être posé. Donc, on considère qu'il faut plus d'un an et demi pour poser un diagnostic de maladie rare, dans la majorité des cas. Et pour à peu près 25% des patients, il faut plus de 5 ans pour poser un diagnostic. Donc, cette problématique d'errance pose un problème majeur dont on va reparler. Alors, pour toutes ces raisons, ces maladies rares qu'on appelait antérieurement, il y a longtemps, des maladies orphelines, parce que les patients avaient l'impression qu'on s'en occupait pas, ça a amené à la structuration donc de plans maladies rares, et il y a eu donc des plans successifs. Le premier, vous voyez, ça date de 2005, le PNMR1. Il a permis la création de ce qu'on appelle des centres de référence maladies rares. On parle beaucoup d'acronymes, c'est des CRMR pour centre de référence et CCMR pour centre de compétences maladies rares. Et donc des centres experts, un maillage de centres experts, essentiellement au niveau des CHU, chacun responsable d'un groupe de pathologies pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de ces patients. Et puis, devant la réussite de ce premier plan, il y en a eu un second en 2011, le PNMR2, qui a, lui, structuré les différents centres avec la création de ce qu'on appelle des filières de santé maladies rares, les FSMR, et le rôle de ces filières, c'est de coordonner les actions des centres autour d'une même pathologie. On va avoir une filière autour des pathologies neuromusculaires, une filière autour des pathologies dermatologiques, par exemple, on va en reparler. Et puis, le dernier plan, le PNMR3, a rajouté, si j'ose dire, une couche au millefeuille en tenant compte du fait qu'il y avait des grandes missions nationales, mais il y avait des spécificités territoriales. Et c'est pour ça que ont été créés lors de ce PNMR3 ce qu'on appelle les PEMR, les plateformes d'expertise maladies rares. Et donc Résilience, dont je vais vous parler, est une plateforme d'expertise maladies rares dont l'objectif est de structurer, de coordonner les actions maladies rares au sein d'un territoire. Par exemple, nous, c'est les Alpes-Maritimes et étendues à la Corse, pour structurer, donc coordonner les actions en tenant compte des spécificités territoriales. Et puis, le PNMR 4, il a été annoncé l'année dernière, et c'est la poursuite en fait de ces différents plans maladies rares, ce qui vous montre que
c'est un vrai problème de santé publique qui a été considéré comme tel par les différents gouvernements et on a des plans maladies rares exactement comme on a eu des plans cancer qui ont permis une structuration majeure autour de ces problèmes. Alors, les centres de référence maladies rares, je vous le disais, d'abord, ils sont labellisés tous les 5 ans par le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Ils sont financés par la DGOS, par le ministère de la Santé. Ils sont rattachés à une filière en fonction de leur thématique et on distingue différents types de centres. Les centres de référence, les CRMR, coordonnateurs et constitutifs, qui eux sont financés et qui sont vraiment les centres experts, les têtes de pont et les centres de compétences qui eux participent au maillage et travaillent pour ces patients en lien avec les centres experts que sont les centres de référence. Alors, quelles sont les missions de ces centres? D'abord, c'est le recours. Il faut y aller quand on ne sait pas ce qui se passe, l'expertise spécifique, la coordination, mais aussi la recherche, labellisation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'enseignement et la formation, notamment des professionnels, on va en reparler. Alors, à Nice, au CHU, vous avez 7 centres de référence, un centre qui est dirigé par le professeur Sylvie Leroy pour la mucoviscidose, un centre autour des maladies dermatologiques d'origine génétique, c'est le docteur Chiaverini, un centre autour du syndrome néphrotique idiopathique, pathologie néphrologique, c'est le professeur Barbara Sejspolski, un centre autour des maladies mitochondriales qui sont des maladies métaboliques, les patients ne fabriquent pas assez d'énergie, c'est le docteur Cécile Rosier, un centre autour de la maladie de Charcot, la SLA et les autres maladies du neurone moteur, le docteur Marie-Hélène Soriani, un centre autour des maladies neuromusculaires dirigé par le professeur Sabrina Sacconi et un centre récemment labellisé qui est dirigé par le professeur Florence Askenazi pour les maladies rares à expression pédiatrique, donc psychiatrique, pardon. Et donc, à côté de ces centres de référence, vous avez, alors il ne faut pas essayer de lire, toute une soixantaine de centres de compétences qui participent au maillage et qui, pour les professionnels et les patients, sont des centres de recours par rapport à des questions et des pathologies scientifiques et des pathologies spécifiques. Donc, après, à côté des centres, vous avez ce qu'on appelle les filières et vous voyez par exemple Cardiogène qui regroupe et qui coordonne les centres autour des cardiopathies par exemple, mais aussi des problématiques de troubles du rythme, les maladies neuromusculaires où vous avez les pathologies neuromusculaires, mais aussi les neuropathies périphériques, c'est les pathologies néphrologiques et ainsi de suite. On a 23 filières et les plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez qu'elles sont découpées sur un plan régional et si on regarde le sud-est, vous voyez qu'on a une plateforme d'expertise maladies rares à Marseille et à l'est, on a donc la plateforme Résilience dont je vais vous parler. Donc, Résilience, on l'a appelée Résilience parce qu'on voulait savoir comment renforcer la visibilité d'un pôle maladie rare pour améliorer l'orientation et la qualité de vie des patients au CHU de Nice. Alors, quelles sont les missions d'une plateforme d'expertise maladie rare? Il y en a 3 principales. La première des choses, c'est la lutte contre l'errance diagnostique. Donc, il faut absolument renforcer la visibilité de l'expertise maladie rare dans la région, des expertises qui existent pour diminuer cette errance diagnostique et pour faire en sorte que lorsqu'un patient ou lorsque les professionnels de santé que vous êtes suspectez une maladie rare, vous sachiez le plus rapidement possible vers quel centre l'adresser. La deuxième mission, c'est l'amélioration du parcours de vie, de la qualité de vie des patients et de ses familles. Et la troisième mission, c'est le développement de l'innovation, de la recherche sur les maladies rares. Et ça, c'est aussi une mission très importante. Donc, je vous disais tout à l'heure que les priorités des plateformes étaient dépendantes d'une région à l'autre. Et nous, il nous a semblé extrêmement important au sein de Résilience de mettre la priorité sur le renforcement des liens entre la ville et l'hôpital. Alors, le public, c'est bien sûr les patients et les associations de patients, c'est bien sûr les professionnels de santé que vous êtes, mais pas que. Il y a aussi les professionnels du secteur social, médico-social, éducatif, on va y revenir, et puis les chercheurs et les industriels qui s'intéressent aux maladies rares pour la mission recherche et formation. Alors,
Pour vous donner un exemple d'action en cours, alors je ne vais pas vous parler de recherche et d'innovation aujourd'hui, on a plein d'actions là-dessus, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de, encore une fois, la coordination que nous devons essayer d'avoir au maximum entre les hospitaliers et les professionnels de ville. Donc, pour deux types d'actions, les actions en cours, comment lutter contre l'errance diagnostique? Eh bien, faire savoir que ces expertises existent. Vous avez par exemple sur le site du CHU, on est en train de monter un autre site internet. On vous explique un maximum de choses, non seulement sur résilience, mais aussi sur les centres de référence. Vous avez énormément d'informations pour les professionnels, pour les étudiants et pour les patients. Plein je dirais, de manifestations qui permettent de faire connaître les expertises. Alors là, c'était la journée d'inauguration de la plateforme, mais vous avez par exemple des soirées qui sont organisées. Là, c'était organisé par Barbara Sejspolski pour les néphrologues de ville, pour leur faire connaître le centre de référence, pour leur expliquer comment l'adressage peut être le plus efficient possible lorsqu'ils suspectent une maladie rare néphrologique. Et vous voyez qu'on avait aussi par exemple des soirées sur maladies rares, lien ville-hôpital, hein, c'est vraiment une priorité. Comment reconnaître précocement celles que nous pouvons traiter? Parce qu'il y a aujourd'hui des maladies rares qui sont traitables, qui doivent être traitées le plus vite possible si on veut avoir une efficacité. Et donc là encore, le diagnostic, la connaissance des professionnels est fondamentale. Alors, il y a eu aussi la mise en place de ce qu'on appelle des fiches de demande d'orientation, c'est-à-dire que vous soyez un patient, un aidant, une association de patients, un professionnel de santé, un professionnel du social ou du médico-social. Si vous avez des questions, s'il y a un patient que vous voulez orienter, eh bien, vous remplissez cette fiche et on essaye d'orienter au mieux en fonction des besoins pour que les gens sachent un peu s'y retrouver parce que c'est honnêtement, surtout dans notre contexte aujourd'hui de démographie médicale qui est assez catastrophique, c'est de plus en plus compliqué pour les patients et pour les professionnels. Donc là aussi, hein, les bulletins du Conseil de l'Ordre, enfin, toute une série d'informations et vous avez aussi les webinaires de résilience hein, qui sont mis en place, vous en avez deux par mois, mais vous pouvez tout à fait les retrouver en replay sur le site notamment du CHU. Par exemple, les maladies rares de la peau, quelle filière de diagnostic et de soins, les équipes relais en dit rares, PACA Corse. Il n'y a pas que les responsables de centres qui font des webinaires, mais aussi il y a toutes ces choses qui sont extrêmement importantes dans la prise en charge des patients. Vous voyez aussi, par exemple, les maladies rares orales et dentaires, hein, parce que quand on a un enfant qui est autiste, qui peut pas rentrer dans un cabinet euh, médical et qui a besoin d'avoir des soins dentaires, ben, il faut qu'on ait des professionnels qui soient parfaitement formés, par exemple, et impliqués. Alors, le deuxième exemple d'action en cours, et c'est pour cette action principalement que je fais on a organisé ce webinaire aujourd'hui, c'est un projet pilote avec le DAC C3S qui vise à mettre en place un parcours maladie rare pédiatrique. Alors, les DAC, vous les connaissez, hein, ce sont des structures d'appui qui sont extrêmement performantes. Elles sont faites pour les parcours complexes, mais elles sont plutôt faites pour le soin palliatif, la cancérologie, enfin pour des types de prise en charge qui sont très éloignés des prises en charge concernant les maladies rares. Donc, grâce à ces coopérations hôpital-service, enfin, DAC, on a pu monter ce projet qui est financé par le ministère de la Santé et qui est un projet pilote. Alors, le but de ce projet, il va dans les deux sens. C'est optimiser les relations ville-hôpital et hôpital-ville. Alors, le premier objectif, je vous le disais, c'est vraiment de lutter contre l'errance diagnostique. Pour ça, il faut optimiser la relation de la ville vers l'hôpital. C'est-à-dire, vous êtes des professionnels de santé, des médecins, des paramédicaux, vous pensez qu'il y a il y a quelque chose avec un patient qui vous suspectez une maladie rare, ben, où est-ce qu'on les adresse
vers le meilleur centre possible, le plus rapidement possible. Donc pour ça, il faut améliorer la visibilité, mais il faut aussi renforcer l'information et la formation des professionnels libéraux sur les maladies rares. Et puis une fois que on considère que ces enfants ont bien été adressés au bon endroit et qu'on arrive à faire un diagnostic ou qu'on arrive en tous les cas à définir une prise en charge optimale, l'objectif n'est pas de garder ces enfants à l'hôpital. L'objectif, c'est de les remettre dans un parcours de vie qui soit le meilleur possible. Mais pour ça, comme ce sont des pathologies extrêmement hétérogènes et qui demandent des compétences très spécifiques, il faut avoir le lien avec le bon pédopsychiatre de ville qui va les suivre. S'il y a un problème au niveau scolaire, il faut savoir où aller. S'il y a des pansements particuliers, s'il y a des infirmières, s'il y a des kinés qui doivent avoir des prises en charge particulières, eh bien, il faut savoir où s'adresser. Et donc, ça passe vraiment là vers une optimisation de la relation de l'hôpital vers la ville. Et encore une fois, dans tous les cas, de toute manière, de renforcer les coopérations entre professionnels libéraux et hospitaliers. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu construire un parcours maladie rare pédiatrique. Et il y a beaucoup de professionnels, y compris de médecins, qui connaissent pas les maladies rares et c'est tout à fait normal. Il y en a énormément et moi j'enseigne en faculté de médecine. Ça n'est que depuis l'année dernière que l'item maladies rares, que l'item centre de référence, prise en charge, plan maladies rares 4 est au programme des étudiants de médecine, en médecine et est considéré en plus comme ce qu'on appelle un item de rang A, c'est-à-dire obligatoire à connaître. Mais c'est normal de ne pas connaître ces pathologies. Ce qu'il faut maintenant, c'est pour améliorer le parcours de soins et le diagnostic de ces patients, c'est d'optimiser tout ça. Donc, le périmètre du projet, c'est le DAC C3S, mais on va commencer dans le cadre du projet pilote par le littoral, parce que vous savez tous très bien que le problème de l'arrière-pays, ça pose des problèmes encore supplémentaires. Donc, on va commencer par la bande littorale. Et donc, dans ce projet, il y a deux axes. Le premier axe, c'est donc la création d'un parcours maladie rare pédiatrique coordonné pour déterminer les besoins spécifiques, les difficultés, identifier les points de rupture, identifier les ressources dont on dispose dans le périmètre d'action et identifier les spécificités à mettre en œuvre pour créer un parcours spécifique. Alors, nous, côté résilience, on est à l'hôpital, donc on n'a pas du tout, contrairement au DAC, contrairement à vous, la connaissance de tout ce qui existe, hein, c'est un peu dans les deux sens, hein, de tout ce qui existe sur le territoire. Donc, on a besoin de vous pour connaître à la fois dans un cadre de cartographie, ce qui existe, et donc ça, le DAC nous aide énormément, mais surtout pour connaître vos besoins, vos interrogations, vos propositions. Donc c'est pour ça on envoie actuellement des questionnaires qui ont été validés par des tas d'instances différentes pour connaître, pour essayer d'avancer sur ces questions et de proposer un parcours adapté. Alors, le deuxième axe, il passe obligatoirement par un plan de formation et d'information des professionnels du territoire. Donc, il faut qu'on définisse vos besoins en termes de formation pour améliorer ce parcours. Et donc, là aussi, dans le questionnaire qui va être envoyé, c'est un questionnaire qui est en deux parties. La première chose, c'est les points de rupture, les besoins, les spécificités, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et le deuxième axe, c'est un questionnaire pour dire, est-ce que vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous voudriez pour que votre connaissance soit meilleure? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à votre disposition? Donc, connaître vos besoins en termes de plan de formation. Voilà. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir, parce que c'est vous qui connaissez tout ça. Nous, on est à l'hôpital, on a des experts qui ont une connaissance spécifique, mais on n'a pas du tout la connaissance de tout, justement, de toutes ces expertises, ces compétences qui sont en ville. Et moi, depuis qu'on a commencé à faire ce travail, il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant, nous, ça nous intéresse, on est prêt à participer. Donc voilà, si vous pouviez répondre à ces questionnaires pour qu'on connaisse vraiment vos besoins en termes de difficultés, les difficultés et les points de rupture, et puis aussi vos attentes en termes de formation et d'information.
Voilà, donc les perspectives, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est avec le ministère de la Santé qui soutient et l'ARS. Si on arrive à proposer un parcours qui tient la route, ça serait de recruter un coordinateur de parcours maladie rare pédiatrique au sein de Résilience qui pourrait être après le vrai chef d'orchestre et répondre directement à toutes les questions qui se posent dans le cadre de ce parcours et de sa mise en place. Alors, moi, j'appelle ça la boîte à outils. Madame Sabiachou, qui vraiment tient cette plateforme résilience, qui est la chef de projet, parle de carte mentale. Alors, c'est sûrement beaucoup mieux, mais si vous voulez, c'est un petit logiciel qui vous permettait de vous poser votre question, vous avez votre réponse en direct. Enfin, voilà, d'améliorer au maximum les choses pour les connaissances. Et puis, bien sûr, toujours en lien avec les DAC, c'est de déployer ce parcours sur un périmètre, le périmètre complet, et puis éventuellement aussi de développer un parcours maladie rare adulte. Et encore une fois, la DGOS, c'est-à-dire le ministère de la Santé, est très attentif aux résultats de ce projet pilote. Il y en a 2 autres en France sur des maladies également très complexes, hein, notamment des maladies neurodégénératives d'un côté, enfin, des parcours là aussi complexes qu'il faut mettre en place. Mais la DGOS est tout à fait prête ensuite à nous aider à continuer ces actions parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge de ces patients. Un Voilà. mot sur les associations aussi. Ah oui, pardon, j'ai pas, non, mais je vais le dire là, le mot sur les associations. Bien sûr, les associations, parce que il faut savoir que dans le cadre du plan maladie rare, hein, tout se fait avec les associations. Et donc, pour cette dernière diapositive, donc pour remercier tout le monde et surtout vous présenter toutes les personnes qui travaillent vraiment sur ce parcours. Alors, il y a la mission, il y a bien sûr la mission maladie rare à la DGOS, hein, il n'y a pas sa photo, mais c'est Madame Anne-Sophie Lapointe et toute l'équipe. Et donc, dans le DAC C3S, il y a Monsieur Mohamed Guenoun, il y a Madame Isabelle Pourchier et maintenant Madame Virginie Cavalier qui travaille directement avec nous, qui est détachée sur ce projet. Donc ça, c'est dans le cadre de ce projet avec le DAC C3S. Au niveau de la plateforme, donc moi, je m'aperçois que je ne me suis même pas présentée. Donc, je suis Véronique Paclis, je suis en charge du service de génétique et puis de la plateforme résilience. Et puis, donc, vous avez de gauche à droite Sabia, Adrien et Madame Asma Assouz, Asma. Donc, l'équipe est en train de s'étoffer. Il faut vraiment remercier les DAC, mais aussi les URPS, hein, et notamment des médecins libéraux avec le docteur Laurent Sacomano, pardon, qui, qui intervient dans tous les webinaires dont je vous parlais tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'URPS des médecins libéraux, on a beaucoup d'URPS qui travaillent avec nous. Alors, bien sûr, les associations de patients, hein, l'Alliance Maladies Rares avec Madame Maggie Suras et l'AFM avec Madame Nicole Rousset qui font partie du comité de pilotage de résilience, et puis tous les centres de référence de compétences associés et les directions du CHU, la DRCI, les équipes. Voilà. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Qu'en est-il du parcours Adulte. enfant, Adulte, adulte transition. hôpital? Oui. Alors, mais bien sûr, la transition enfant-adulte, ça en fait partie, hein, vous savez que c'est. Je regarde, Non, j'ai un souci de micro, mais il n'y a pas de souci. Donc, si votre question, c'est la transition enfant-adulte, hein, c'est un énorme problème. Alors que déjà, la transition enfant-adulte, il faut savoir que c'est quelque chose hospitalier, en effet, et c'est quelque chose normalement qui est sous la dépendance des centres de référence eux-mêmes. C'est-à-dire que il y a des centres. Alors, c'est quelque chose qui évolue aussi en permanence, et je pense que là, c'est une évolution dans le bon sens parce que comme on a des traitements alors spécifiques pour certaines pathologies ou en tous les cas symptomatiques de plus en plus efficaces pour les enfants, pour certaines pathologies, malheureusement pas pour toutes, hein. Donc on voit entre guillemets grandir des enfants atteints de maladies rares qui avant malheureusement n'avaient pas cette opportunité-là. Donc on arrive, c'est extrêmement complexe parce que à la fois il y a une prise en charge qui doit basculer de la pédiatrie vers l'adulte et en plus je dirais les professionnels de la médecine adulte apprennent des nouvelles maladies parce que comme on avait initialement certains patients qui décédaient malheureusement très tôt, ben, on voyait pas. Donc, comme maintenant ils évoluent,
les maladies rares, c'est souvent des maladies évolutives. On voit apparaître d'autres symptômes, donc on est confronté, ils sont confrontés en plus certaines fois à des prises en charge qu'ils ne connaissent pas. Bah, voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Donc bien sûr, on va il va falloir aussi traiter quelque part la transition enfant-adulte à un moment donné dans la prise en charge de ville, parce que c'est la même chose, hein. S'il y a des infirmières qui sont habituées ou des kinés qui sont habitués à prendre en charge des enfants, mais prendre en charge des adultes, c'est pas simple. Mais voilà. Mais quand même, la transition enfant-adulte, c'est quand même d'abord une priorité des centres de référence. On s'y attaquera. Et on en a déjà parlé, hein. Il y a de toute manière, vous verrez que dans les questionnaires, on pose les questions. On a aussi impliqué, puisque comme on a fait une cartographie, comme on est en train de faire une cartographie des ressources euh, libérales, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une cartographie et des questionnaires au niveau des ressources hospitalières, tous les centres de référence, et on a mis on a envoyé ces questionnaires non seulement aux centres qui ne prenaient en charge que des enfants, mais aussi à ceux qui ont des adultes, parce que ben, justement, il y a ce problème de transition et quelquefois, ben, et on va voir des pédopsychiatres qui vont prendre en charge des patients jusqu'à 25 ans. C'est pas de la pédopsychiatrie, mais voilà. Donc tout le monde essaye de trouver des solutions. C'est un vrai problème, vous avez raison, et on a essayé de le prendre en compte, mais c'est pas ça. Merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter là. On va arrêter. OK. Ben, merci beaucoup de votre disponibilité et encore une fois, hein, on a vraiment besoin je pense, de ces expertises libérales, complémentaires, transversales pour essayer d'améliorer un peu les choses. Merci beaucoup en tout cas.